Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Atelier de lancement politique national genre pour la période 2023-2030 au Palais du Peuple. Autre actualité nationale, vers un partenariat de recherche à long terme sur l'adaptation climatique et le développement durable. Et enfin, pour les actualités régionales, les défis des réfugiés soudanais à la frontière avec l'Égypte. C'était les titres, mesdames et messieurs, le détail de ce journal. Je vous disais dans le titre, au Palais du Peuple, c'est une journée marquée d'une pierre blanche, un pas vers l'équité dans notre société. Ce matin, le Palais du Peuple a abrité une cérémonie qui a porté sur la présentation de la politique nationale genre 2023-2030. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, l'organisation de cet événement au Palais du Peuple a été rehaussée par, outre les membres du gouvernement, le haut du panier de l'administration, des femmes cadres du monde du privé, des femmes entrepreneurs, femmes des organisations onusiennes, mais aussi les femmes de la société civile. Initié par le ministère de la Femme et de la Famille, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'Union européenne, la politique nationale genre pour la période 2023-2030 constitue un cadre d'orientation nationale en matière de promotion du genre. En effet, cette politique se veut un cadre de concertation et de dialogue pour assurer un développement humain durable et équitable. Par ailleurs, sa mise en œuvre efficace de cette politique nationale de genre va permettre une meilleure protection des droits des femmes par rapport à leurs chances d'accéder notamment à une formation de qualité, à des emplois sans discrimination, à des prestations de santé pour tous, à l'eau potable partout et pour tous, à la paix, à la sécurité, à la protection sociale équitable. Il convient de rappeler que 10 ans après l'adoption de la politique nationale du genre, une nouvelle politique nationale du genre sera mise en place pour les années 2023-2030. Cette nouvelle PNG permettra de répondre au mieux aux enjeux sociaux actuels dans une dynamique de coordination des politiques et programmes visant à garantir les droits de la femme. Sur cette base, elle devra être considérée comme un cadre de référence de l'orientation pour l'action du gouvernement et de ses partenariats. Six orientations stratégiques qui ont été priorisées afin d'accompagner l'action publique au regard de la vision Djibouti 2035 et des orientations objectifs stratégiques du plan national de développement de Djibouti ici, ainsi que des ODD à l'horizon 2030. Cette politique genre transformative, le FNUAP reconnaît également l'importance d'autonomiser les femmes et les filles. L'autonomisation des femmes est une composante essentielle du développement durable, car elle favorise la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé et de l'éducation, ainsi que la participation politique. On écoute à présent un extrait de l'ambassadrice de l'Union européenne et de la représentante des Nations Unies. Voici ses dires. Nous allons passer à un extrait de l'intervention du ministre Mona Ousmane Aden. Cela, elle est porteuse à la fois des espoirs et des soucis nouveaux qui nous habitent toutes et tous dans un monde qui fait de plus en plus face à l'impact du changement climatique et aux crises sanitaires et économiques. Ainsi, et même si elle confirme dans son contenu les objectifs universels de toute politique du genre, telle que la lutte contre les inégalités, l'autonomisation, le renforcement de leur leadership, la préservation et le développement de leurs droits fondamentaux, ainsi que leur protection contre les violences basées sur le genre, cette politique ne se fixe pas moins des nouveaux objectifs. S'inscrivant en pleine transition démographique, elle se propose de tirer le plus grand bénéfice de la dividende démographique. Elle se focalisera de ce fait sur les changements sociaux qu'elle pourra impulser ou accompagner. Considérant donc la nécessité de répondre également aux besoins pressants de la femme rurale, aux services sociaux de base et aux revenus décents, cette nouvelle politique visera le renforcement des capacités des femmes en résilience face au changement climatique. Mesdames et messieurs, le souci de suivre l'exécution du plan stratégique de cette nouvelle politique nous a fait obligation de rechercher les formules les plus appropriées et les plus indiquées dans notre contexte national. Au titre d'un pilotage vigilant, nous préconisons la mise en place d'un Conseil national consultatif pour l'égalité des chances femmes-hommes qui se réunira de façon régulière.
Au titre de la coordination et de la réalisation des synergies entre partenaires, nous mettrons en place le groupe des partenaires pour la promotion du genre, rassemblant les départements ministériels, les partenaires techniques et la société civile et privée. Mon département assurera en outre le rôle logistique dans le cadre du suivi éval de l'exécution à l'échelle centrale et régionale. Elle fournira régulièrement et pour la première fois l'indice de l'évolution de la condition féminine tel que préconisé par la Commission de l'économie africaine et accepté par Djibouti en 2012. Et enfin, la mobilisation des ressources se fera à travers plusieurs mécanismes. Premièrement, les fonds de promotion du genre propres au pays, issus du budget national, les fonds des partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les donateurs. Et en deuxième lieu, les lignes de crédit qui seront inscrites dans les plans régionaux et communaux. Ensuite, nous allons écouter les dires du Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Aujourd'hui, je tiens à féliciter chaleureusement Madame la ministre de la Femme et de la Famille pour son travail remarquable dans l'élaboration de cette nouvelle politique nationale du genre 2023-2027. Je suis convaincu que cette politique consolidera les avancées déjà réalisées et contribuera à accomplir de nouvelles afin de construire un pays ancré dans l'évolution de notre temps, tout en veillant à ne laisser personne de côté. Mesdames et messieurs, la nouvelle politique du genre s'inscrit dans la continuité de la stratégie nationale d'intégration de la femme djiboutienne dans le développement de la politique nationale du genre 2011-2021, en plus de porter les valeurs mises en avant par ces documents. Cette politique bénéficiera également des progrès accomplis et des objectifs nationaux en matière du genre énoncés dans le nouveau plan de développement Djibouti ici. De plus, elle s'appuiera sur l'immersion désormais irréversible de Djibouti dans le monde du numérique. Comme le souligne souvent le chef de l'État, la relation entre genre et le numérique nous permettra d'accélérer les progrès à tous les niveaux, de la conception des projets et programmes de leur mise en œuvre, en passant par leur suivi et évaluation. Je tiens à citer à titre d'exemple la récente inauguration de la plateforme numérique dédiée à la gestion des informations sur les violences basées sur le genre. Cette plateforme apporte déjà des solutions rapides aux cas de violences pris en charge et renforce la coordination des efforts de tous les acteurs impliqués. S'agissant de l'éducation, le nombre important atteint par les femmes djiboutiennes nous oblige à leur offrir l'accès à tous les métiers sans distinction entre professions masculines et féminines. Autre actualité de ce journal, la cérémonie de signature de l'échange de notes pour le projet d'aménagement des équipements biomédicaux aux hôpitaux de Djibouti-Ville a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères. Cette signature a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, son Excellence M. Otsuka Umio, en présence du ministre de l'Éducation nationale, intérimaire du ministère de la Santé, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, avec une contribution de 760 millions de francs djiboutiens au profit des 4 hôpitaux, à savoir l'hôpital Cheikho de Balbala, l'hôpital Dar al-Hanan, l'hôpital du Dr Shekib Saad Omar, l'hôpital général Pelletier. Ce projet permettra d'approvisionner en équipements biomédicaux variés dans des unités de radiographie, aspirateurs, des analyseurs. Dans le cadre de ces projets, une formation sur l'entretien de la maintenance des équipements sera dispensée. L'objectif du projet à travers ce don en équipement, c'est de renforcer les fonctions de diagnostic et de traitement des 4 hôpitaux. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui s'est réjoui d'avoir participé à cette cérémonie de signature. Ce projet ayant pour objectif le renforcement des capacités de 4 hôpitaux tertiaires djiboutiens est un don non remboursable d'une valeur de 590 millions de yens, soit environ 750 millions de francs Djibouti, qui est mise
en œuvre dans le cadre de la coopération économique et sociale du Japon avec la République de Djibouti. Je tiens donc en premier lieu, Excellence Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement de Djibouti, à remercier donc le gouvernement du Japon pour cette aide qui, sans nul doute, permettra de faciliter le travail quotidien du personnel du ministère de la Santé. Et je profite de cette occasion pour noter le rôle majeur et central de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, qui organise aussi depuis plusieurs années de nombreuses formations qui s'adressent au personnel du ministère de la Santé. La santé est, comme vous le savez tous, un élément clé pour l'amélioration de la vie de la population. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement djiboutien demeure très engagé dans les efforts d'amélioration et de la promotion de la couverture sanitaire universelle sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, il est important de rappeler que le Japon reste, ces dernières années, un partenaire privilégié de la République de Djibouti à travers de nombreux projets qui touchent plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé. Nous avons le ministre de l'Éducation qui est intérimaire aujourd'hui du ministre de la Santé, mais qui, avec la coopération japonaise également, a des projets très importants, notamment l'école fondamentale de Nassib qui sera très prochainement inaugurée. La santé, donc, est un élément central dans la coopération nippo-djiboutienne. La sécurisation des eaux territoriales djiboutiennes, comme vous le savez, le Japon fournit également des patrouilleurs, des bateaux pour que les gardes-côtes puissent être bien équipés et sécuriser la zone maritime djiboutienne. Le Japon également est très actif en matière de transport civil. Récemment, le Japon a fourni à Djibouti un deuxième ferryboat qui sera rendu opérationnel après la construction des quais dans 2 ou 3 mois. Je tiens encore une fois à vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement de la République de Djibouti, à remercier à travers vous le gouvernement et le peuple japonais pour cette collaboration constante et ce partenariat efficace et utile. Une importante cérémonie de fin de formation a eu lieu aujourd'hui à Arta, à l'Académie militaire interarmée. Elle a été coprésidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Mohamed Omar, accompagné par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor. À son arrivée, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Mohamed Omar, a été accueilli par le général de corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, avant d'effectuer la revue des troupes composée exclusivement du piquet d'honneur et les officiers stagiaires ayant profité de cette formation du cours des futurs commandants d'unité. Le sous-chef d'état-major de la Défense, le chef d'état-major de la Gendarmerie, le directeur général de la Police nationale, ainsi les hauts cadres de l'armée djiboutienne étaient également présents à cette cérémonie grandiose.
Pour les interventions, le colonel Mohamed Moumin, le directeur de l'AMIA, a prononcé son discours duquel il a donné un aperçu sur la spécificité de cette formation. On écoute ses propos. Nous allons passer aux autres interventions. À l'occasion des résultats satisfaisants obtenus par les stagiaires, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a voulu témoigner de sa satisfaction à travers une courte prise de parole durant laquelle il a donné des instructions importantes à l'ensemble d'officiers présents à cette cérémonie. On écoute le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Nous sommes une fois de plus regroupés ici à l'Académie militaire entre armées d'Arta pour marquer aujourd'hui le 25 mai 2023 la cérémonie de clôture des premiers cours de capitaine d'infanterie. Cependant, conformément à la nouvelle doctrine militaire 2022, il a été décidé de créer à Djibouti, au sein de l'AMIA de l'Académie militaire d'Arta, le stage d'habilitation et la cour de capitaine d'infanterie dans le cadre des programmes de renforcement et de rajeunissement de nos cadres. À ce 46e anniversaire de l'armée djiboutienne, nous devrons en effet prendre toutes nos dispositions pour atteindre une autonomie, en particulier dans le domaine de la formation militaire, pour les effectuer ici même, dans notre pays, et par nos propres moyens humains et matériels également. Un mot national, wari meisida waraka haro, ni kastoba wari meisida waraka haro, wari meine wara inaga haro, warfi ana inaga haro. Prévu pour durée de 4 mois, le cours de capitaine d'infanterie, au prévu de 8 officiers ici présents. Et stagiaires ici des corps de formation de FAD, c'est achevé avec succès. Selon le rapport de la commission d'examen, et nous sommes fiers. C'est un atout majeur. De ce fait, l'armée djiboutienne vient de marquer une étape importante et mémorable dans son histoire. À ce titre, je tiens à saluer les excellents travaux de la commission chargée de la création de ces 2 nouveaux stages et féliciter le directeur de l'AMIA et l'ensemble de ses personnels pour leur effort remarquable avant d'atteindre ces objectifs. Ensuite, le président de la commission, commandant Abdelkader Douale El-Tiré, en charge de la proclamation des résultats, a aussi prononcé quelques mots avant de procéder à l'appel de lauréats. Également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Mohamed Omar et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont procédé à la remise des certificats pour les stagiaires qui sont démarqués des autres lors de la phase des examens. Devant vous, aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, avec une immense fierté et un profond sentiment d'honneur en tant que président des commissions des examens du stage des cours des capitaines et de célébrer avec vous cette cérémonie de fin de formation ici dans l'enceinte de l'Académie militaire interarmée d'Arta. Les examens finaux de cette formation se sont déroulés du 24 au 27 avril 2023. À l'AMIA. La moyenne de la promotion est de 13,78 et les moyennes varient entre 15,93 et 12,64. En outre, les officiers stagiaires, qui sont au nombre de 8, ont bénéficié
d'un programme complet comprenant plusieurs matières riches, axées sur les compétences militaires, l'OMP et le renseignement. Enfin, étant président des commissions des examens, j'ai noté, Monsieur le ministre, un bon niveau pour l'ensemble des officiers stagiaires et des résultats satisfaisants. C'est dans une ambiance très conviviale que le groupe folklorique Harbi conduira la suite de la cérémonie au rythme des chants et des chorégraphies militaires traditionnelles et cérémoniales. Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. saraakiisha da'yare dadaalkii tababarkiyo duruusta dhameeyey xafladda loo diyaariyo salaan idin deeqdayo ducida naga horeywaan Actualité à la une de ce journal. Je vous disais dans les titres, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Observateur régional de recherche sur l'environnement et le climat et le Centre d'études de la recherche de Djibouti, l'ambassade de France à Djibouti ont co-organisé dans la salle de conférence de Salam Bank hier un atelier vers un partenariat de recherche à long terme sur l'adaptation climatique et le développement durable. A participé à cet atelier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'ambassadrice de France à Djibouti, Madame Dana, le DG du CERD, M. Jalaluddin, le directeur de l'OREC et de nombreux chercheurs de Djibouti et de la région. On écoute les propos respectifs du directeur général du CERD, M. Jalaluddin, et l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana. Première, véritablement, parce que c'est une première étape. Pour nous, elle est vraiment essentielle que cette réunion ait lieu, cette rencontre pendant ces 2 jours, plus une journée de terrain, que l'on échange autour de ces phénomènes qui menacent nos régions, nos pays et nos populations. Comme vous le savez, nous vivons régulièrement des événements catastrophiques. Et le problème, c'est que ces événements ont des fréquences que nous ne contrôlons plus, pratiquement. On sait que, par exemple, les sécheresses, les inondations, les précipitations qui varient dans le temps, et nos hydrologues, nos climatologues, aujourd'hui, ont des difficultés à maîtriser les ressources en eau afin que l'on puisse les planifier pour le développement. Pourquoi l'ambassade de France est à vos côtés? C'est tout simplement parce qu'on croit à ce que vous faites. Et on a été très fiers de participer au lancement de l'OREC. Et donc évidemment, on est très fiers de voir l'OREC faire le travail pour lequel il a été mis sur les rails. C'est un petit peu notre pierre à l'édifice parce que, quelle que soit la performance scientifique, quelle que soit l'excellence à laquelle vous allez chacun de votre côté parvenir dans vos études, si on ne le partage pas, si ça ne se traduit pas en politique publique, intellectuellement, il y aura de la satisfaction, mais l'impact sur le terrain ne sera pas le même.
apporter autour de vous, à construire cet écosystème que le directeur du CERD évoquait, à apporter le reste, c'est-à-dire un petit peu de financement, évidemment c'est nécessaire, mais là je crois que vous êtes tous devenus excellents pour ce qui est la recherche des financements, mais apporter aussi des acteurs différents que vous ne côtoyez pas au quotidien dans vos travaux. Et ça, ce sont les associations, ce sont les communautés locales, ce sont l'entrepreneuriat que le directeur a mentionné aussi, pour qu'à chaque fois qu'il y a un progrès qui est enregistré, il puisse se traduire en effet, en comportement qui nous permet ensemble d'arriver à l'atténuation des effets du changement climatique. Ensuite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, a prononcé un discours dans lequel il est réjoui de la bonne organisation de ce dernier qui permettra des réponses scientifiques au développement durable. On écoute le ministre. L'atelier compte beaucoup pour nous à Djibouti, mais également dans la région et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous essayons d'apporter des solutions. Et il fait suite surtout à l'engagement du chef de l'État au mois d'octobre. Il a lancé donc l'observatoire et le lancement du sommet sur le climat. Le président de la République, à travers cette action, a voulu vraiment s'engager personnellement pour lancer un élan au niveau de la région et donner une plateforme scientifique à tous les scientifiques de la région, mais également au-delà, pour pouvoir, comme disait tout à l'heure l'ambassadrice, pouvoir travailler ensemble et le directeur du CERD, trouver des solutions pour que les scientifiques puissent nous donner des éléments de réponse à la problématique climat. Aujourd'hui, les prévisions dans le monde sont très inquiétantes, très inquiétantes, d'autant plus que vous avez entendu parler d'un Ninou. Dans les 4 années à venir, la question du climat va être de plus en plus préoccupante dans la mesure où on estime que des sauts de température, aussi bien au niveau des océans, mais également au niveau des continents. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec les actualités nationales toujours. Sous le haut patronage du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, la direction des Hajj a organisé au Palais du Peuple un atelier de sensibilisation au profit des pèlerins djiboutiens qui s'apprêtent cette année à se rendre au pèlerinage. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les pèlerins djiboutiens les comportements adoptés au cours des pèlerinages avant leur arrivée en Terre Sainte. Ont été présents le directeur de Hajj et plusieurs autres responsables du ministère ainsi que quelques centaines de pèlerins. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a organisé dans la matinée de ce mercredi 24 mai 2023 au Gadile Palm Resort à Tadjoura le lancement officiel de l'ouverture des travaux d'ateliers, d'échanges et de concertation sur le processus de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Une forte délégation composée notamment du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki Omar Abdelkader, le conseiller principal du ministre de la Justice, M. Mahmoud Hassan, la représentante résidente du PNUD, Mme Emma, et des chargés d'affaires de l'Union européenne, a été accueillie chaleureusement par le président du conseil régional et le préfet de la région de Tadjoura. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la justice financé par l'Union européenne et exécuté par le PNUD. Le lancement de cette retraite de 2 jours qui a eu lieu au Gadile Palm Resort s'inscrit dans la continuité des ateliers précédents pour la réforme des dispositifs pénals précités. Un projet global qui entend moderniser le service public de la justice, la mise à la disposition des acteurs judiciaires des textes actualisés et des moyens d'action appropriés. Le texte proposé poursuit l'objectif d'intégrer dans le code pénal et le code de procédure pénale les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux régionaux auxquels est partie la République de Djibouti. Et nous en remercions. Et je vous laisserai le soin de continuer et de discuter d'une manière pénale, je veux dire. On écoute à présent un extrait de l'intervention de la représentante du PNUD et du premier conseiller du ministre de la Justice. Voici leur intervention. Et celui des mois à venir affecteront donc le système judiciaire djiboutien et la vie de milliers de personnes. Et la modernisation de la justice pénale, donc nous espérons, permettront à Djibouti de s'aligner sur, à la fois de s'adapter
on va dire au contexte national, mais également de la criminalité, mais également les violences sexuelles. Et tout ceci, nous le savons, fait partie donc de la vie des concitoyens et contribue quand nous mettons les efforts qu'il faut à la réalisation des objectifs de développement durable. L'Union européenne attache une valeur spécifique aux thématiques de l'accès à la justice et des droits de l'homme, autant sur son territoire que dans tous ses partenariats extérieurs. À travers ce programme, mise en une analyse des réformes nécessaires pour aligner le droit pénal sur les obligations internationales de Djibouti, ainsi que des meilleures pratiques en matière de droit pénal et de renforcement des droits humains fondamentaux, tels que le droit des suspects à bénéficier d'une représentation légale dès le début d'une procédure pénale, et notamment sur les délais de garde à vue. C'était la représentante du PNUD, Mme Emma, et le premier conseiller chargé d'affaires de l'Union européenne, M. Fabrice. Nous allons passer à l'intervention du conseiller principal du ministre de la Justice. On écoute. Je salue particulièrement la présence des représentants de la police judiciaire et du barreau, sans lesquels toute réflexion poursuivant objectif de participer à réviser un dispositif pénal serait vaine. Cette mobilisation est un devoir. En effet, le service public de la justice est l'objet, depuis quelques années, d'une réforme d'envergure. Après le Code civil et procédure civile, la législation pénale datant de 1995, certes augmentée depuis lors, des lois et règlements spécifiques devraient être révisés. C'est le but que s'est fixé notre département par la mise en œuvre d'actions pour le développement PNUD, ambitionne d'améliorer la gouvernance judiciaire et renforcer la protection des droits de l'homme. Je voudrais par conséquent réitérer nos vifs remerciements au nom du gouvernement de la République de Djibouti et en mon nom personnel à leur représentation. Le Congrès météorologique mondial, organe suprême de l'Organisation météorologique mondiale, tient sa 19e session de 22 mai au 10 juin 2023. Il rassemble les 193 États et territoires membres de l'OMM. Il se tient une fois tous les 4 ans. Le Congrès examinera le budget de l'OMM. L'une des principales priorités stratégiques de l'OMM, la mise en œuvre de l'initiative d'alerte rapide pour toutes les Nations Unies faire l'objet des dialogues de haut niveau. Le Congrès examinera les services répondant aux besoins de la société, y compris la stratégie de l'OMM pour la prestation des services et un ensemble de réglementations pour les alertes en cas de catastrophe. Le Congrès portera sur la stratégie de renforcement des capacités de l'OMM, l'éducation et la formation d'autres activités et le renforcement des capacités. Le Congrès élira le président et les vice-présidents de l'organe et les membres du conseil exécutif et nommera le secrétaire général. Le Congrès météorologique mondial est l'organe décisionnel suprême de l'OMM. Ces décisions sont mises en œuvre par tous les organes constituants. Le représentant permanent de l'OMM, généralement les chefs des services nationaux et météorologiques, font office de points focaux pour la délégation. Une préinscription en ligne via le système d'inscription en ligne de l'OMM est requise. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, à la frontière avec l'Égypte, des familles soudanaises se heurtent à moult difficultés alors qu'elles tentent de se mettre à l'abri des combats qui font rage dans leur pays depuis plus d'un mois. Ces chauffeurs de bus soudanais observent un repos sur le parking du village égyptien de Wadi Karkar, près de la ville méridionale d'Aswan. Ils ont transporté des Soudanais fuyant la guerre qui fait rage dans leur pays depuis plus d'un mois. Depuis le début des combats, le 15 avril, entre les forces de généraux rivaux, plus de 132 000 réfugiés sont arrivés en Égypte, a déclaré mercredi l'Organisation internationale pour l'immigration. L'exode des Soudanais sur cette route est loin de prendre fin. Les généraux Burhan et Daglo peinent encore à enterrer la hache de guerre. Le cessez-le-feu est entré en vigueur lundi soir, par exemple, et violé depuis. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.